La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à tous et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce lundi 9 décembre 2024. Donc voici les titres. Radié de l'Assemblée nationale, Barthélémy Diaz conteste la décision et compte déposer un recours. Quant à son mandat de maire, il déclare fermement ne pas bouger d'un iota. Barthélémy Diaz faisait face à la presse ce lundi pour sa première déclaration après l'officialisation de la décision de radiation le concernant. Enjeux et défis de la gestion des terres du domaine national à l'aune de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, c'est la thématique qui réunit présentement l'Association des maires du Sénégal, un atelier de réflexion qui se tient en présence du ministre de l'Urbanisme et des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire. Le compte rendu dans cette édition. Indice de perception de la corruption 2023, le Sénégal dans la zone rouge, un résultat inquiétant sur lequel nous reviendrons dans cette édition du 9 décembre, marquant justement la journée internationale de lutte contre la corruption. Ce sera tout à l'heure dans cette édition que nous allons développer juste après ceci. Quelques jours après sa radiation de l'Assemblée nationale, le maire de Dakar et tête de liste de la coalition Sam Sakadou, Barthélémy Diaz, sort enfin de son silence pour apporter la réplique face à la presse ce jour. Diaz fils a contesté la décision du bureau de l'Assemblée nationale sur demande du ministre de la Justice. Ainsi, il compte déposer un recours. Quant à son fauteuil de maire, il dit ne pas avoir l'intention d'y bouger. Barthélémy Diaz, que je vous propose d'écouter. Que la Cour d'appel m'a condamné définitivement en 2017. Ça fait combien d'années? Monsieur le ministre de la Justice, je vous interpelle parce que d'abord vous êtes un magistrat. Vous n'êtes pas un homme politique. Ce que je dis, vous savez si ce que je dis est vrai ou pas. Donc vos soi-disant 5 ans sont passés depuis belle lurette. Mais je vous le répète, je ne suis pas intéressé par siéger dans cette soi-disant 15e législature. C'est tout, c'est pour des raisons personnelles. J'ai été définitivement condamné à la cour d'appel. C'était en 2017, si mes souvenirs sont bons. 2017 et 2024. Mais je pense tout de même, à moins que je me trompe, je pense que ça fait plus de 5 ans. Vous parlez de quelle condamnation définitive? Est-ce que vous pouvez, de grâce, respecter les Sénégalais et arrêter votre acharnement sur ma modeste personne? Maintenant, monsieur le ministre de la Justice, pendant qu'on y est, par respect à l'intelligence des Sénégalais, radiation pour radiation, je vous demande aussi de radier un autre député qui semblerait-il a déjà été définitivement aussi condamné. Sinon, c'est 2 poids, 2 mesures. Ça veut dire c'est la justice des vainqueurs. Il y a des gens qui ont dit ici qu'ils vont abroger la loi d'amnistie. On est d'accord? Que nous avons pris la décision de déposer un recours, pas pour retourner à l'Assemblée nationale, parce que j'ai déjà décidé que je ne siégerai pas dans cette 15e législature. Pour des raisons personnelles et par respect aux Sénégalaises et aux Sénégalais, je ne souhaiterais pas évoquer ces raisons. Je vous l'annonçais tout à l'heure, l'Association des maires du Sénégal organise ces 9 et 10 décembre un atelier national de réflexion sur les enjeux et défis de la gestion des terres du domaine national à l'aune de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Une rencontre présidée par le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, Bala Moussa Fofana. Le compte-rendu est signé chez Mansour Diassé et Viondiaï. Le foncier suscite un grand intérêt en réponse aux défis socio-économiques et environnementaux, particulièrement la croissance au Sénégal. La terre, considérée comme le pilier des dynamiques économiques, nécessite des réformes structurelles. L'association qui aujourd'hui nous a conviés au lancement de cet atelier, ô combien important, qui concerne la gestion foncière et quelles sont les améliorations que nous pouvons apporter à l'aune des grands défis qui nous attendent concernant l'agenda 2050 de transformation systémique.
est une preuve irréfutable qu'aujourd'hui, les acteurs de la décentralisation sont engagés pour s'inscrire dans une transformation qui va aller dans l'intérêt de nos concitoyens. Le président des maires du Sénégal, AMS, salue la démarche participative du ministre. Il estime que les exécutifs territoriaux doivent attacher une importance capitale aux enjeux fonciers. Monsieur le ministre, nous apprécions aussi très positivement l'efficacité et la spontanéité avec lesquelles vous avez toujours répondu à nos nombreuses sollicitations. Il s'y ajoute votre démarche inclusive, participative. Les exécutifs territoriaux que nous sommes attachons un grand intérêt à tout ce qui touche au foncier et à la gestion foncière. Les conclusions de cet atelier seront traduites en actes à assurer la tutelle. À capitaliser tout ce qui a été fait sur la question foncière jusqu'à date, mais de faire des propositions concrètes qu'on va pouvoir verser dans les préparations de la réforme. Voilà tout le mérite qui leur revient et voilà tout le plaisir que j'ai de venir aujourd'hui lancer cet atelier. Et comme je l'ai dit, les conclusions et les orientations et les recommandations seront véritablement appréciées à leur juste valeur et versées dans l'agenda de transformation que nous avons mis en œuvre. Transition démographique tardive, pression croissante sur les terres, difficile mise en place d'une gouvernance foncière et d'une politique de gestion durable des ressources naturelles sont autant de facteurs qui pèsent lourdement sur la gestion foncière. Cet atelier de 2 jours s'inscrit dans le cadre des réflexions pour enjeux et défis de la bonne gouvernance foncière à l'aune de la vision Sénégal 2050. Après Kaolack, Louga et Diourbel, la campagne de commercialisation arachidière 2024-2025 a été lancée ce week-end par le ministre de l'Agriculture Mabouba Diagne et le directeur de la Sonacos. Une occasion saisie par El Hadj Dan Diagne, le directeur, pour parler aux producteurs et leur donner quelques recommandations. Devant ces mêmes producteurs et le ministre, le directeur de la Sonacos a salué l'engagement et l'appui du gouvernement pour le bon déroulement de cette campagne, suivant ses propos au micro de notre correspondant à Ziguinchor. Après Louga, Diourbel, Kaolack, nous sommes aujourd'hui à Ziguinchor dans le cadre du lancement de la campagne de commercialisation agricole 2024-2025. C'est avec tout un plaisir que nous avons reçu les premiers camions ici à Ziguinchor. Nous savons bien que la zone sud reçoit les camions en dernier parce qu'ils sont sur un cycle long de 120 jours. Mais quand même, nous avons été très ravis de recevoir les premiers camions de nos partenaires, les opérateurs. En plus de cela, nous avons eu l'honneur d'avoir notre ministre de tutelle, Dr Mabouba Diagne, qui est venu donc assister et remettre le premier chèque à l'opérateur qui a fait venir ces camions pour le déchargement. Aujourd'hui, nous réitérons notre engagement pour l'excellence opérationnelle. Donc, maximum 48 heures, on décharge tous les camions. Maximum 48 heures, on paye tous les chèques. Donc, tous ceux qui amènent leur stock, on les paye le plus rapidement possible. Nous lançons encore une fois un appel aux producteurs, aux agriculteurs de ne pas brader leur stock, de ne pas vendre à un prix moins que le prix qui est homologué par l'État. Ne pas aller sur les loumans, de travailler avec les opérateurs et de faire venir leur stock dans les sécos de la Sonacos. Donc c'est un appel que nous lançons à eux. Ziguinchor, direction Diourbel, où l'on note la naissance de la Fédération des sociétés coopératives patriotes pour le développement agricole de Diourbel. L'objectif visé par cette fédération est d'accompagner les nouvelles autorités dans leur vision d'atteindre la souveraineté alimentaire, mais aussi de répondre à l'appel de ces autorités pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Voici quelques réactions. Toutes les sociétés coopératives qui se trouvent ici à Diourbel se sont collaborées pour en former une fédération dont le nom est la Fédération des sociétés coopératives patriotes pour le développement agricole de la région de Diourbel. La société coopérative est composée de paysans, de travailleurs qui s'activent dans la même localité, les mêmes objectifs et prêts à lutter ensemble pour sortir dans la pauvreté et faire développer leur localité et renforcer notre bien-être
Nous sommes aussi en collaboration avec des partenaires dont l'État, qui ne doit pas rester sans rien faire. Notre but est d'atteindre la souveraineté alimentaire. Pour cela, nous voulons que la région de Diourbel y participe massivement parce qu'elle représente une forte densité de population. C'est aussi une région qui accueille l'un des plus grands événements religieux du pays qui draine énormément de foule. Nous sommes toujours dépendants de tout ce qui est élevage et cultivation. Et nous ne voulons pas continuer ainsi. Nous voulons cultiver sur nos terres et permettre nos jeunes de travailler. Après Diourbel, la Petite Côte, où nous faisons le point sur les opérations de saisie de drogue dans la zone entre janvier et novembre 2024. En effet, la douane sénégalaise a saisi une importante quantité de drogue et de faux médicaments entre Mbour, Joal, Fimela, Foundiougne, Toubacouta et Cap Skirring. Entre janvier et novembre 2024, je vous le disais, les dites unités ont réussi à stopper des produits prohibés d'une contre-valeur de 1,335 milliard de francs CFA. Plus de détails avec Mam Awassal. Les douanes sénégalaises ont saisi une quantité de drogue et de faux médicaments d'une valeur estimée à 103 millions de francs CFA. 407 kg de chanvre indien et un lot de faux médicaments a été saisi entre Niodior et Sendou. À cet effet, les brigades fluviaux-maritimes des douanes de Fimela a d'emblée saisi une quantité de 239 kg. 48 heures après cette importante saisie, l'unité a encore touché une autre quantité portant sur 114 kg de chanvre indien dans les mêmes localités. Au cours de cette opération, les agents ont arrêté une pirogue transportant 82 cartons de faux médicaments répartis dans 25 colis. Même situation dans le delta du Saloum. Dans un communiqué, note que les agents de la brigade maritime de Toubacouta ont réussi également à déjouer une tentative d'introduction de chanvre indien dans le territoire national. Il s'agit de 570 kg pour une contre-valeur de 34 millions de francs CFA. Entre janvier et novembre 2024, les douanes sénégalaises ont réussi à saisir des produits prohibés d'une contre-valeur de 1,335 milliard de francs CFA. Pour mieux juguler la contrebande, la douane sénégalaise a lancé un appel à la population sénégalaise afin de leur soutenir davantage pour barrer la route au trafic illicite sous toutes les formes. 43 points sur 100, c'est la note obtenue par le Sénégal selon les résultats de l'indice de perception de la corruption 2023 publié partout dans le monde par Transparency International, représenté au Sénégal par le Forum Civil. Des résultats qui montrent que le Sénégal se situe toujours dans la zone rouge. Nous en parlons ce soir dans cette édition. Le prétexte, la journée internationale de lutte contre la corruption, célébrée pour attirer l'attention du public sur les problématiques liées à la lutte contre la corruption. Suivons les détails avec Amsatou Gano dans son récit. La corruption est un phénomène social, politique et économique complexe qui touche tous les pays. Elle sape les institutions démocratiques, ralentit le développement économique et contribue à l'instabilité gouvernementale. La journée internationale contre la corruption, célébrée chaque année le 9 décembre, a pour objectif de sensibiliser le public aux conséquences de la corruption et d'encourager des actions concrètes pour y mettre fin. Cette initiative, qui marque également le 20e anniversaire de la Convention des Nations Unies contre la corruption, incite à une mobilisation internationale. La corruption, souvent qualifiée de cancer des sociétés modernes, cause des dommages informationnels. Elle affaiblit les institutions démocratiques, entrave le développement économique et exacerbe les inégalités. La campagne pour la Journée internationale de lutte contre la corruption 2024-2025 met l'accent sur le rôle que jouent les jeunes défenseurs de l'intégrité en sensibilisant à la corruption et son impact sur leur communauté. Ces jeunes participeront activement aux discussions, partageront leur expérience et proposeront des solutions innovantes pour lutter contre la corruption. La campagne amplifiera leur voix en leur permettant d'exprimer leurs préoccupations et leurs aspirations avec l'espoir que leurs appels seront entendus et suivis d'effets.
Quant au Sénégal, il devra poursuivre ses efforts dans la lutte contre la corruption. Les résultats de l'indice de perception de la corruption 2023, publié en janvier 2024, le placent toujours dans la zone rouge. La construction d'un monde juste et d'une planète durable n'est possible que si la corruption n'y fait pas obstacle. Et puis à cette même date, s'est ouvert un atelier de renforcement de capacités sur les droits humains, un événement qui s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale des violences faites aux femmes et aux filles. Dr Rokhaya Diakhaté, directrice de la famille et de la protection des couches vulnérables au ministère de la Famille et des Solidarités, est revenue sur l'importance de cette rencontre dans ce compte-rendu d'Idrissa Fall et de Serignan. Dans le cadre de la Journée mondiale de la violence faite aux femmes et aux filles, un atelier de renforcement des capacités sur les droits humains s'est organisé pour mieux préparer les acteurs de la lutte contre ces genres de violences. Ça s'inscrit dans le cadre de la campagne pour l'éradication des violences faites aux femmes et aux filles et la promotion des droits humains. Une campagne qui a débuté depuis le 25 novembre dernier et qui va continuer jusqu'au 10 décembre. Donc on a jugé nécessaire d'inscrire dans les activités de la campagne une activité de formation, que tout le monde soit renforcé, qu'il y ait également une démultiplication de cette formation. Tout le monde le sait, la violence ne devrait pas avoir installé son lit au Sénégal, parce que nous appelons le pays de la Teranga. Nos us et coutumes aujourd'hui devraient être renforcés pour que tout simplement ce phénomène de violence-là quitte carrément le Sénégal. Ainsi, un taux élevé des violences faites aux femmes et aux filles est révélé selon la docteure Rokhaya Diakhaté. Oui, nous avons une enquête qui a été faite par l'ANSD. Nous avons eu les résultats de l'enquête il y a à peine quelques jours. Les résultats de cette enquête ont révélé qu'il y a eu beaucoup de cas de violence et la plupart du temps, les violences se font en milieu domestique. En milieu familial. On a vu également que la plupart du temps, les auteurs de ces violences-là, c'est les hommes et il faudrait les conscientiser, les sensibiliser, les former pour que ces violences-là cessent. La femme est le reflet de la société, elle mérite amour et affection. Donc, disons non à la violence faite aux femmes et aux filles. Du soulèvement populaire de Dera en 2011 à la chute du régime Assad le 8 décembre 2024, la Syrie a connu 13 années de guerre particulièrement meurtrière. Retour sur les dates clés de ce conflit sanglant qui continue d'avoir des répercussions dans toute la région du Moyen-Orient. C'est l'International avec Aïssa Touba. La guerre en Syrie est le plus long conflit du XXe siècle et l'un des plus sanglants. Quelques 500 000 morts, plus d'1 million de blessés, 6 millions de réfugiés et autant de déplacés internes. La moitié de la population syrienne a été affectée physiquement par ce conflit qui a pris fin ce 8 décembre avec la chute de Bachar el-Assad. Les enjeux politiques de cette crise ont provoqué l'intervention directe des armées russes, turques, américaines, iraniennes et israélienne, ainsi que des acteurs extra-étatiques de plusieurs dizaines de nationalités. Le 15 mars 2011, la première manifestation contre le régime syrien éclate à Dera, dans le sud du pays, partant d'un fief historique du parti Baas au pouvoir depuis 1963 en Syrie. Le mouvement de protestation est provoqué par l'arrestation et la torture d'une quinzaine d'adolescents accusés d'avoir écrit sur un mur graffitis hostiles au président Bachar el-Assad. 120 policiers et soldats syriens sont tués par des insurgés armés dans le nord-ouest du pays. Cette attaque marque le début de la militarisation de la révolte syrienne après 2 mois de manifestations dans la plupart des villes du pays. Réprimée par les forces de l'ordre, le 17 juillet 2012, l'armée syrienne libre, composée de dissidents de l'armée régulière et de brigades d'obédience islamiste, créait un an plus
plutôt en Turquie. Il lance la bataille de Damas. Le 30 avril 2013, le chef du Hezbollah libanais Hassan Nasrallah reconnaît officiellement la participation de ses combattants à la guerre aux côtés de l'armée syrienne. Ensuite, des années et des années d'attaques, de guerre et de lance. Jusqu'au le 8 décembre 2024, un avion décolle à l'aube de l'aéroport de Damas avec à son bord Bachar el-Assad et sa famille. Après 25 ans passés au pouvoir, dont 13 ans de guerre civile, le président syrien vient d'être renversé à l'issue d'une offensive éclairée d'une coalition rebelle. Sport à présent, après une défaite lors de son premier match en Coupe CAF, l'AS Jaraaf a fait un match nul blanc contre l'USM Alger ce dimanche au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Les protégés de Malick Daf n'ont pas pu saisir l'occasion à domicile pour se relancer dans la compétition malgré leur domination dans ce match. Après la rencontre, le sélectionneur Malick Daf a fait une analyse. Nous l'écoutons au micro de notre reporter sur place. Parce qu'après la première journée, nous avons défaite à Abidjan. C'est un match qu'on a bien préparé parce qu'on a perdu notre premier match à Abidjan. Si tu prétends à aller plus loin dans cette compétition, il faut gagner contre les grandes écuries comme USM Alger. C'était ça notre objectif et on voulait vraiment gagner ce match. On a eu un bon entame de match, on a eu aussi des occasions, mais malheureusement, on n'a pas su les concrétiser. On a manqué peu de lucidité devant les buts et dans le haut niveau, ça ne se pardonne pas. Les jeunes doivent encore beaucoup plus travailler et renforcer leur confiance en soi. Il y a plus de favoris dans le football. La preuve, il y a 2 ans, notre adversaire était champion en Coupe CAF et cette équipe joue régulièrement dans les tournois continentaux. Et sur le contenu du match, on méritait plus de gagner, ce qui justifie que les jeunes ont le niveau, mais ils doivent être beaucoup plus confiants et être lucides devant les buts pour espérer de gagner les prochains matchs. À un moment donné, il fallait prendre des risques. On a attaqué parce qu'on voulait les 3 points, raison pour laquelle on a fait le choix de faire sortir des joueurs à base défensive pour renforcer notre attaque. Mais on rend grâce à Dieu de ce point obtenu. C'est ça le football. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente semaine et bonsoir.